Qui ne possède pas un maillot de l'équipe nationale de football dans son dressing? L'homme que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui est un journaliste, un entrepreneur, il a été manager et c'est un bénévole engagé aussi bien en France qu'aux Comores. Un homme dont le profil nous prouve une fois de plus que vous avez du talent, que notre communauté a des talents. Vous l'aurez bien évidemment reconnu, il s'agit de Benamir Saadi. Bonjour Benamir. Bonjour. Je suis très heureuse de t'accueillir sur cette première édition de notre journal et l'entretien. Benamir, tout le monde te connaît, mais on te connaît peu. On va donc parler de toi et de ta vie. On va commencer par le commencement, le 7 janvier 1975. Que s'est-il passé? C'est le jour de ma naissance. Donc le jour de ta naissance, à Sambamodone, Ouais, dans la région d'Itandaya. c'est ça. Voilà. Ta maman? Elle est de Samba, justement, et mon papa, mon père, il est d'Ikoni dans le Bambao et de Ongoni dans le Mbadjini. Et ma mère, c'est vrai, elle est de Samba, mais la famille originelle vient de Kwambani, Yawashili. Yawashili, d'accord. À quel âge tu es arrivé en France? Je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans, très jeune, accompagné de mon petit frère, Doafir, et de ma mère. On venait rejoindre mon père qui était déjà installé en France et qui avait amené avec lui quelques années plus tard ma petite sœur aussi. Et donc on venait faire le regroupement familial à Marseille. D'accord. Quel souvenir tu gardes de ton enfance aux Comores? Alors mon enfance aux Comores, pour moi, je pense, l'un des meilleurs moments de mon existence, parce que c'est les moments, je garde encore aujourd'hui ces moments d'innocence, mais aussi de vivre en pleine nature, de partir cueillir les fraises, d'aller chercher, on va dire, avec mes grands-parents, mon grand-père, les cabris, aller travailler la terre, revenir tout seul, se baigner sous la pluie, courir, pieds nus. Voilà, c'est cette enfance, cette insouciance. Pour moi, quand je suis arrivé ici, j'avais l'impression, quand je suis arrivé à Marseille, dans les quartiers nord, le béton, les tours, la grisaille, même si à Marseille, le soleil est beaucoup présent, mais je suis arrivé en période hivernale. Pour moi, ça a été un moment difficile et pour moi, c'était un déracinement. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, je me considère comme étant un déraciné. Les enfants ne choisissent pas de partir. Je sais que c'était un choix des parents. Mais pour moi, voilà, on m'avait enlevé du paradis pour m'envoyer en enfer. Et comment tu vivais cette nouvelle vie à l'école? Parce que du coup, tu as dû rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux camarades. Comment est-ce que tu as réussi tout de suite à t'adapter? Non, c'était difficile. C'était difficile et je pense que je l'exprimais par la violence. D'accord. Je me battais beaucoup dans la cour de récréation. Un enfant difficile? Pas difficile, mais après c'est vrai que mon père, lui, il était électricien et donc il voyageait beaucoup. D'accord. Donc parfois il pouvait partir une semaine, un mois, et donc il revenait. Et je pense que j'avais une colère. Et j'exprimais cette colère-là par justement j'aimais bien provoquer pour me battre, pour me défouler. C'était peut-être une manière à moi d'exprimer la colère que j'avais justement d'avoir été déraciné. Et je m'intéressais plus ou moins à l'école. J'y allais, j'écoutais. Je n'étais pas un élève assidu dans le travail, aussi bien au primaire qu'au collège. Mais j'avais des capacités. Sans les travailler, j'arrivais de passer de classe en classe. Mais voilà, je n'étais pas un élève particulièrement ni brillant, ni cancre. On va dire, je me trouvais dans la zone de confort de tout élève qui, on sait qu'il peut faire, qui a les capacités, mais qui, pour lui, c'était le cadet de ses préoccupations. Et à partir de quel moment t'as vraiment commencé à trouver ta place, à te sentir moins déraciné?
Je pense que c'est à partir du moment où j'ai commencé à jouer au football. D'accord. En fait, mon père avait remarqué que, on connaît un peu les liens qu'il peut y avoir entre un père et un fils dans notre milieu quand on est enfant. On n'a pas beaucoup de communication, on a un certain respect, une certaine distance. Et mon père voyait que j'avais cette forme de violence à l'école, à la maison. Quand il était là, je parlais très peu. Et lui, il a eu l'intelligence d'aller consulter, en tout cas un jour en écoutant la radio. D'accord. Il a entendu un pédopsychiatre parler en allant travailler. Et il a entendu pour les enfants qui sont un peu perturbants de les mettre dans le milieu du sport, un sport collectif. Et donc c'est là où il m'a inscrit au foot. Et c'est à partir d'un moment que j'ai commencé à me retrouver. Ta passion pour... Ma passion pour le sport. Et il a fait aussi quelque chose que très peu de parents faisaient à l'époque. C'est pas simplement m'inscrire et ensuite me le laisser, mais en fait il venait aux entraînements, il m'accompagnait aux matchs. Il faisait partie des parents qui s'étaient investis. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à créer un lien père-fils qui n'existait pas. Et voilà, Et en même temps, lui, ça lui permettait aussi de me mettre une carotte. Il me disait, tu ne réussis pas à l'école, tu n'as pas le football. Et donc je faisais le minimum syndical à l'école pour pouvoir continuer à jouer au foot. D'où ta passion pour le football, notamment pour l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, ouais. Mon premier coup de cœur, c'est encore une fois mon père m'a mené au stade Vélodrome. Je me rappelle, je devais avoir 9 ans quand il m'arrivait à l'enceinte du stade Vélodrome. Et pour moi, en fait, j'étais parti pour regarder un match de foot. Je me suis retrouvé à regarder le public. Pour moi, c'était un spectacle incroyable. Je me rappelle même plus du match, je me rappelle même plus du score. Je me souviens juste qu'il y avait un certain joueur qui s'appelait Jean-Pierre Papin. Mais pour moi, c'était magique. C'était magique. Tu étais au Vélodrome. J'étais au Vélodrome et c'est vrai que c'était un moment magique. C'est vrai que le foot, pour moi et pour tout Marseillais, c'est presque une religion. Benamir, donc toi qui es issu de ces quartiers nord de Marseille, quel est ton constat aujourd'hui sur le jeune franco-comorien que tu as été, donc les années 80-90, et les jeunes franco-comoriens d'aujourd'hui? Quel est ton constat sur cette nouvelle génération? C'est deux générations complètement différentes. C'est vrai que quand nous on est arrivés, d'abord il faut comprendre qu'à Marseille, les premières générations, quand ils sont installés sur le port. Parce que ce sont des anciens navigateurs. Enfin, ils venaient parce qu'il y avait un appel d'offres en termes de travail. Notamment Noailles. Voilà, Noailles, le Panier. Et petit à petit, quand il y a eu les regroupements familiaux, ils sont partis vers les quartiers nord, dans les logements sociaux. Mais ils avaient encore une fois ces us et coutumes qu'ils ont transportés. Ils ont commencé à installer les chenilles, les mosquées. On avait encore une fois, on était habité par l'éducation entre guillemets à la comorienne. Un papa, c'était le papa de tout le monde. La maman, c'était la maman de tout le monde. Quand on allait à la mosquée, par exemple, on n'était pas le fils d'un tel, mais chaque papa qui était là, c'était notre père. Il y avait un respect qui était très très important. Et après, on avait aussi ce système de grands frères qui nous permettait pendant les périodes de vacances de nous amener à aller jouer au foot, de nous amener dans des colonies. Et donc on était, on va dire, très très protégés. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais c'est pas forcément un problème de la communauté comorienne, c'est un problème de la société française. C'est-à-dire les quartiers ont été complètement abandonnés, délaissés. Et aujourd'hui, je pense que il y a 15 ans en arrière, je me souviens quand on a lancé le premier magazine, Comor Mag, et j'avais interviewé un policier qui me disait qu'il n'avait jamais eu affaire à un jeune délinquant comorien, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai un regard différent, mais c'est pas forcément, c'est deux époques complètement différentes. Et il est important aujourd'hui de se poser les questions d'abord en tant que Marseillais, comment faire pour sortir nos jeunes dans cette situation. Parfois on indexe les parents, je pense que les parents ont aussi une part de responsabilité, mais pas que. Parce que il faut savoir que, on va dire, moi je suis de la première génération, mais on a encore des petits frères qui sont de la deuxième, voire de la troisième génération, qui sont encore aujourd'hui dans les quartiers, et eux n'ont pas la chance d'avoir des parents qui sont aussi, qui peuvent être aussi présents que nous à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les parents, les week-ends, on a les matchs-foules, et donc les enfants sont complètement délaissés, et c'est ce qui peut aussi expliquer cela. D'accord.
Aujourd'hui, quelques années plus tard, quel est ton constat? Est-ce que aujourd'hui, quand tu fais un bilan, que tu te remémores, c'est quelques souvenirs de ton enfance, l'enfant difficile que tu étais à l'école et l'homme que tu es aujourd'hui, donc c'est plus Benamir, mais Monsieur Saadi, est-ce que tu es fier de toi, du parcours? Ouais, en fait, je pense que le parcours d'un homme, d'une femme, est fait de plusieurs paramètres. Bien sûr, il y a l'éducation qui est importante. Nous, moi, j'ai eu une éducation d'abord basée sur la religion. J'ai eu la chance d'avoir ces 7 premières années auprès d'une personne, même si mon père n'était pas là, mais il y a une figure paternelle qui était très très forte, c'est celle de mon grand-père, qui est un homme à la fois très généreux, un homme très investi, un travailleur, un acharné du travail, qui partage beaucoup et qui a eu beaucoup d'enfants, et notamment, par exemple, il avait je pense, ma mère a eu un frère, c'était le plus grand, et ensuite elle a eu 10 sœurs. Et mon grand-père, c'est quelqu'un qui était très investi aussi bien dans ses enfants, dans ses petits-enfants. Et il y a cette rencontre-là qui d'abord marque. Parce que quand on a une rencontre, déjà une figure paternelle qui est très très forte, très présente, qui nous donne des valeurs à la base qui sont très humanistes, parce que mon grand-père c'était aussi un homme très, très humaniste, on a une formation. Et à partir de là aussi, quand je suis arrivé en France, cette éducation que j'ai eue auprès de mon grand-père, qui a transmis aussi à sa fille, donc à ma mère, s'est poursuivie. Donc, moi, j'ai été élevé dans un milieu, ma mère n'a pas fait la différence entre moi et ma sœur, par exemple. J'ai été éduqué, ma sœur, pour moi, il n'y avait pas la différence entre un garçon et une fille, on était éduqués pareil. Je pense que ça, c'est très important. Mon père, bien évidemment, sur le côté éducatif. Mon père, c'est quelqu'un aussi qui a eu une forte blessure dans son adolescence, qui, au-delà du déracinement, lui, il était obligé de partir aussi des Comores. C'est une personne qui était très très brillante à l'école. À l'année où il devait passer le bac, il enseignait déjà. C'était à l'époque où, en fait, dans l'archipel des Comores, il n'y avait qu'un seul lycée et on prenait les meilleurs élèves. Lui faisait partie de ces meilleurs élèves-là, mais il était obligé de partir pour subvenir aux besoins de sa famille. C'était le seul homme, le seul garçon du côté de son père, et il était obligé de partir. Et il a vécu ce départ en France, lui aussi, comme un déracinement et comme une injustice, parce qu'il aurait aimé continuer à poursuivre ses études, et il était obligé de partir parce qu'il fallait absolument qu'il travaille pour envoyer de l'argent au pays. Parce que tu l'as retrouvé au bout de combien de temps? Mon père. Au bout de 7 ans, ou il venait ouais, il est parti juste après ma naissance, ou je pense même il est parti avant ma naissance. D'accord. Il s'est retrouvé 7 ans. 7 ans, il revenait au Comores, hein. Il venait. Oui. J'étais aussi un enfant gâté parce que mon père il était à l'extérieur, il envoyait pas mal de jouets, donc j'étais un enfant privilégié aussi. Mais voilà, on s'est retrouvés. Mon père, je le connaissais pas. J'ai connu mes deux grands-pères, oui. Mais lui, je l'ai connu une fois quand je suis arrivé en France. D'accord. Et tu es retourné aux Comores après combien de temps? Ça aussi, c'était un deuxième choc, parce que jusqu'à l'âge de 15 ans, donc quand je suis arrivé, pour moi, je voulais absolument retrouver les Comores, je voulais absolument retrouver le paradis que j'avais connu à mon enfance. Donc 7 ans après, 7-8 ans après. 7-8 ans après, je retourne. Et quand tu parles de parcours, je pense que ça aussi, ça fait partie de mon parcours. Quand je suis retourné aux Comores 7 ans plus tard, 7-8 ans plus tard, d'ailleurs c'était dans un cadre on va dire, où toute la famille se regroupait pour le mariage de mon oncle, j'ai eu un choc. Parce que le paradis qui était dans ma tête, je suis parti, j'ai retrouvé un autre pays en fait. C'est là où j'ai compris qu'au Comores, il y avait une grande pauvreté. Et il y avait aussi un autre choc, c'est que j'avais perdu la langue. Je comprenais ce qu'on me disait, mais je n'avais plus cette fluidité du mot, je ne parlais plus comorien comme je pouvais parler. Et voilà. Mais à l'époque, c'était complètement parti. Je comprenais, mais je retrouvais mon grand-père, c'était quelque chose de très très fort. Donc et là, un revirement quelque part. C'était un revirement en fait. Donc je me suis dit complètement l'inverse. Tout à fait. Autant perdu cette langue, le côté linguistique, en fait que tu repères quelques années plus tard. C'est ça. En fait, c'était inversé, c'est-à-dire que
il y a 7 ans, j'étais parti du paradis vers l'enfer. Et là, quand je revenais plus tard, je me suis rendu compte que finalement, ouais, il y a une pauvreté, c'est quelque chose de très 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 difficile. Je voyais les gens qui avaient vraiment la manière où ils vivaient. Et c'est là où j'ai commencé mon engagement. On va dire que mon engagement, on va dire associatif, est né à partir de ce premier voyage aux Comores. Quand je suis revenu, je me suis engagé à m'investir pour mon pays. Ça fait combien de temps que tu n'as pas été à Samamodoni? Depuis 1 an, ou un peu plus d'1 an, depuis que j'ai arrêté ma fonction de manager. Donc 1 an, depuis 2019. C'est ça. Alors j'ai une petite surprise pour toi. C'est Samamodoni qui vient à toi. Je te propose de voir ceci. Merci. Bonjour chers abonnés de notre chaîne Nari du l'année. Bonjour monsieur Benamir Sadi. Bonjour Zaharati. Nous sommes dans la toute première édition de Nari du l'année, d'une émission qui nous fait découvrir nos talents comoriens. Aujourd'hui, notre équipe composée de Kamardine Ibouro, mon assistant, et moi-même Mahamoud Swalihi alias Fabrice, se trouve à Samba Bodoni où est né notre fameux invité du jour. Cette localité est située au nord-est de la capitale Moroni et à environ 2 km. Une localité que je vais vous laisser la découvrir par vous-même à travers ces belles images, accompagnée de la brève présentation de l'ancien ministre, à la fois notable de cette localité. Ipara Mdahoma Bakari, mjini hatu Samambolo, ni chati za Labushi. Mji wa Samba, mji manangu na 900 electors. Alafu mji huo nguharumwe Mbangani. Mbangani ndio na miji 8, minhum de Samambolo. Alafu mji wa Samba, mji kao uanza activities zingi parce que kondo wandu mji wa Subutambe wa Handani waka transforme Handana mila amaelewa chama pesa sababu de development na plasio la lobala ndi mapesa Handana mila kamono shindo ndi mapesa Handana mila mwana zinzia zafanya zila ifadesi asaidia shau mwinji na hema pesa lande mapesa Handana mila donc hazizi njisifanya hena namna hiyo ukaya wandu wakorumia mila na mjuenda elikoli yo presque pia main d'œuvre yifanywa no mji chukua lo hazi wandu nsi pia onde kanga ubeton ikanga azifanyishao mafundi ukawa wa mji musizono ndo ko koringa mafundire waliba au début kada paro liba fundi kada paro liba manœuvre shande milana nsindi akarumishi hata sule daraja elikoli zila mazona zila voilà. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, la ville de Samamodoni? Pour moi, c'est mon enfance. Pour moi, c'est mon grand-père, c'est ma grand-mère, c'est ma famille. J'aime à dire que celui qui ne sait pas d'où il vient ne sera jamais où il va. Donc, je sais que c'est là-bas que tout a commencé, même si aujourd'hui, je connais très peu de personnes maintenant là-bas, puisque j'ai pratiquement maintenant plus de 35 ans en France, et notamment à Marseille. Mais pour moi, c'est la base, c'est la racine, c'est là où tout a commencé. Et c'est là où tu souhaites que ça finisse? Pas forcément. En fait, moi tes convictions? Moi, là où j'aimerais finir, enfin, si j'aimerais partir, ça serait l'une des 2 villes saintes, que ce soit la Mecque ou à Médine. Honnêtement, ça serait mon rêve. Mais après, on voit la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il y a des gens qui auraient aimé peut-être dormir au pays et que la situation sanitaire a fait qu'ils sont ici. Et dans notre religion, il est bien précisé que généralement, l'idéal, c'est de reposer là où c'est fini. On a un point de départ, on a un point d'arrivée. Donc, pour moi, là où Dieu me permettra de me reposer, je me reposerai. Mais il y a ce qu'on appelle les souhaits. Ouais. Donc c'est pas un souhait qui me hante, on va dire, de retourner reposer sur la terre qui m'a vu naître. Non, c'est pas forcément un souhait. Mais mon vœu, moi, ça serait
le mieux c'est Médine, parce que Médine, dormir dans la ville du prophète, là où le prophète dort aussi, enfin là où le prophète a été enterré, ça serait pour moi le meilleur des repos, un cadeau de Dieu. D'accord. Tu es marié? Oui. Tu as des enfants? Marié depuis bientôt 20 ans, 4 enfants, 4 merveilleux enfants, oui. Marié depuis 20 ans, depuis 2002. Quelle valeur aujourd'hui tu leur transmets ou tu souhaiterais leur transmettre? Les valeurs religieuses que t'a enseigné ton grand-père, les valeurs que t'a enseigné ton père après quand vous vous êtes retrouvés. Quelles sont celles qui te tiennent à cœur et que... J'ai une anecdote quand j'étais petit, encore aux Comores. C'est quand on allait au Chioni, en fait. Bien sûr, au Chioni, il y a plusieurs cours. Il y a le cours de la lecture coranique, il y a les hadiths, il y a le fiqh, tout ça. Et moi, j'aimais beaucoup les hadiths prophétiques. Et j'avais mon fundi qui racontait les histoires du prophète. Et j'étais tout le temps inspiré. J'aimais beaucoup ces histoires. Et je me disais que si j'avais un très très bon comportement, si j'étais sage au Chioni, Dieu allait me repérer et j'allais être un prophète, j'allais être choisi pour être un prophète. Et puis un jour, il y a le fundi qui dit, il y a le mot qui me rentre dans la tête quand il dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Et là, il y a un déclic. Comment ça, le dernier? Donc je peux pas en avoir un autre. Et là, je pars en pleurant, en fait. Je pars du Chioni en pleurant et je vois mon grand-père en pleurant. Et mon père, le fundi suit, on lui explique, et mon angouli, le bari, et donc là, mon grand-père, bien sûr, il rigole avec son sourire, ses yeux qui se ferment. Je me rappelle comme si c'était hier, pourtant j'étais jeune. Parce que mon père, quand il rigolait, il avait ses yeux qui se fermaient, qui avaient les yeux un peu bridés. Et là, il me dit, écoute, mon enfant, tu ne peux plus devenir prophète, mais tu peux suivre les pas à la fois des prophètes, des savants, des gens bien qui puissent justement nous rapprocher du plus possible. Et donc je garde ça en mémoire. Je me dis que le plus important, c'est d'essayer de suivre les pas de ceux qui nous ont précédés, de suivre les pas des prophètes, de suivre les pas des savants, de suivre le pas de nos pères, de nos grands-pères, de nos mères, de tous ceux qui ont fait ce que nous sommes. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti la première fois que je suis parti à la Mecque. Quand j'avançais, plus j'avançais, je voyais la Kaaba s'approcher de moi. J'ai commencé à avoir des frissons. Je me suis dit, je marche là où mon père d'abord a marché, mon grand-père a marché, mes aïeux ont marché, les Sahaba ont marché, le prophète a marché. Et cette image-là est revenue en moi et j'avais l'impression que j'allais m'écrouler en fait. C'est quelque chose, et ce que je veux, c'est un poids et une fierté aussi. Et ce que je veux, c'est transmettre ça à mes enfants, dire que je veux qu'ils marchent là où cette génération, et donc leur transmettre toutes ces valeurs que j'ai pu avoir, parce qu'on est tous devant Dieu, on va tous, on va dire, rendre des comptes, mais quand on nous a tracé un chemin, le plus important c'est d'essayer de le suivre et de ne pas dévier du chemin en fait. On voit qu'on est à Paris. Hein. Quelles sont tes peurs d'homme, tes peurs de père? En fait, je pense que chaque jour que Dieu fait, chaque jour que Dieu nous donne, c'est de pouvoir se dire, c'est de vivre cette journée-là comme si c'était la première et la dernière journée. La peur, il y a encore une fois un hadith qui dit qu'il peut y avoir des hommes qui ont le comportement des hommes du paradis et il va arriver un moment où ils vont faire quelque chose qui vont avoir le comportement des hommes de l'enfer. Et inversement, on peut avoir un comportement des hommes de l'enfer et avoir au dernier moment de la vie un comportement qui va faire de nous des hommes du paradis. Et la peur qu'on peut avoir, c'est de se dire, j'espère que le jour que Dieu m'appellera à lui, je serai de ceux qui ont toujours eu le chemin droit. Et donc la peur, c'est de pouvoir dévier, de ne plus être cet homme ou cette femme ou ces hommes et ces femmes qui seront toujours soumis à ces valeurs. Et donc la peur, c'est de dévier. La peur, c'est un jour de dévier du chemin. Et parce qu'on ne peut pas être sûr de qui nous sommes. Et nous devons être toujours vigilants, toujours nous remémorer, toujours faire ce rappel. Et chaque fois qu'on va poser le front au sol, c'est de demander à Dieu justement de nous guider, le pardon, et nous guider toujours sur le chemin droit. Et c'est d'ailleurs quand on lit Surat al-Hamd, Surat al-Fatiha, qu'on doit lire, on va dire, tous les jours, c'est ça l'invocation, c'est rester toujours un homme sur le chemin droit. Et donc la peur, c'est de dévier.
On a une autre petite surprise pour toi. Quelqu'un, une personne qui a tenu à te laisser un message personnel. On te laisse le découvrir. Merci. Fidèles abonnés de notre chaîne Nari du l'année, nous avons désormais un peu plus d'informations concernant Samba Bodoni à travers les précédentes images à l'appui de la présentation de monsieur l'ancien ministre. Chers Zaharati, nous avons jugé mieux de ne quitter Samba Bodoni sans chercher à y rencontrer un des membres de la famille de notre fameux invité. Monsieur Benamir, nous avons eu la chance d'y rencontrer votre tante, l'aimable Madame Rahmata Hafidou, et cette dernière vous a laissé ces quelques mots. Assalamu alaikum. Msafara heri bomari mwamiri ngondo msafara mungu jo hasulisha wende uje urunde na mwanono urifai ngojo rifai tena ufaiwe komori kamili ulenge dunia na izo ujoka fanya harumwe dunia ngojo faye dunia kamili hurikinaza Mwenyezi Mungu jo jalia ikeris rikinaya ukinaze mabani hatu kamili ya jalie wana hamandawe wadunge lefu wadunga badungu lefu mtume adungenda miraji bo mwalimu amiri mimzaha untoka anzani uhambie mbabi yebo jile pomuri ni hombelezi joka na khairi nawe ne mabani hao kamili inshallah taala. Nous quittons donc Samba Bodoni à travers les douces paroles pleines d'amour et de fierté de l'attente de notre fameux invité pour vous remettre l'antenne chez Zaharati. Au revoir, monsieur Benamir Saadi. Au revoir, Zaharati. Et je vous dis à très très bientôt sur une nouvelle édition de Nari du l'année à la découverte d'un de nos talents comoriens. Ma tante, Maman Laïla, est une de ces femmes entrepreneuses. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui a beaucoup de courage, qui est aussi, me rappelle aussi beaucoup mon grand-père. Et là, elle m'appelle Moualim Amir, c'est le prénom que m'a donné ma grand-mère, Moualim. Et ça fait plaisir, de l'avoir. Merci pour ce cadeau. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a donné l'envie d'entreprendre, donc de lancer le magazine Comorman donc en 98 et de passer à 00269.net? Alors mon envie d'entreprendre et d'engagement, comme je l'ai dit, ça a commencé en première année où je suis parti aux Comores. Quand je suis revenu, je me suis dit qu'il fallait que je m'engage pour mon pays. Il y a eu un événement qui m'a aussi bouleversé, qui a bouleversé tous les Comoriens de Marseille, c'est l'assassinat d'Ibrahim Ali. C'est là où on a vu l'importance de la communauté comorienne. On était 40 000 à peu près à défiler sur la Canebière. Que je me suis rendu compte qu'en étant un enfant des quartiers, et dans nos familles, il n'y avait pas de communication entre les parents et les enfants. Parfois, j'assistais à une scène, j'étais spectateur, ma mère va s'asseoir, va regarder une cassette de mariage par exemple, elle va tout naturellement, on va dire, faire des invocations. J'espère que ma fille, mon ahangou, et je voyais la réaction de ma sœur. Mais pourquoi tu parles de ça? Et donc, quelque part, en fait, il y avait des générations qui ne se comprenaient pas. Et donc, je me suis dit, l'idée des magazines pouvait être un trait d'union, non seulement d'abord intergénérationnel, entre les générations, mais aussi le magazine peut permettre à la fois aux Marseillais de connaître les Comoriens. Peut-être que si je parlais du grand mariage dans le magazine, ma sœur, en lisant peut-être cet article-là, à tête opposée, sans confrontation avec ma mère, elle va comprendre pourquoi en fait ma mère elle étant investie dans ça. Ou peut-être certains vont découvrir la culture, les us et coutumes de notre pays. Et en même temps, l'idée des magazines, je ne voulais pas un magazine d'étudiants, mais un véritable magazine comme on en trouve dans les kiosques. Et donc ça demandait un investissement et c'était très 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 onéreux. Journaliste, entrepreneur, comment tu t'es retrouvé dans l'aventure des Sélacante en tant que manager de l'équipe nationale de football?
Ben, je me suis retrouvé justement par l'intermédiaire de mon activité journalistique avec 00269. J'avais une interview, je recevais le président Salim Turki, qui à l'époque était le président de la fédération. Donc il est venu à Marseille, donc un ami me le présente et j'ai dit bon voilà, on va faire une interview de Monsieur Turki pour présenter un peu la fédération et présenter un peu l'équipe nationale. Donc je le reçois dans mon plateau, un peu comme on fait là l'interview. Donc à la fin de l'interview, je lui propose de pouvoir intégrer, de suivre l'équipe nationale. À ce moment-là, l'équipe nationale était composée essentiellement de joueurs locaux et de 4, 5, 6 joueurs expatriés. Donc je lui propose de suivre en tant que journaliste pour pouvoir faire connaître l'équipe, pour pouvoir faire connaître à la diaspora, parce qu'à ce moment-là, on ne connaissait pas, et c'est normal, on n'avait pas de compétition. Donc il accepte. Je fais mon premier reportage en 2001, il me semble. C'était au moment où les Comores vont jouer contre la Libye. La Libye à ce moment-là est en guerre et le match est délocalisé au Mali. Et donc je suis des Comores jusqu'au Mali en tant que journaliste. Et c'est là où je découvre l'envers du décor. Je découvre que les joueurs, ils n'ont pas de tenue en fait d'entraînement. Chacun s'entraîne avec son t-shirt, son maillot. Voilà, on n'avait pas d'équipe. Il y avait qu'un match où on était tous habillés pareil. Mais sinon, ceux qui venaient des Comores, ceux qui venaient de France, on se retrouvait très très court. On faisait le match et après on se séparait. Et comme il n'y avait pas beaucoup de moyens, parfois il fallait attendre 2 ans pour ensuite se retrouver. Et à ce moment-là, j'ai continué à échanger avec le président Salim Turki jusqu'en 2004. Et là, il me propose de prendre un rôle plus important de manager. Et là, je dis voilà, si je deviens manager, j'ai envie de créer un groupe, une équipe, un staff, fédéré. Donc là, d'abord, je cherche. Je vais chercher un ami qui s'appelle Yadrami qui est déjà là, c'est lui qui m'a présenté Salim Turki, mais je vais ensuite chercher Jamal Mohamed qui va devenir directeur sportif, et là je me mets à la recherche d'un sélectionneur. Le premier sélectionneur que j'ai en tête, il s'appelle Henri Stambouli, ancien entraîneur de gardien en tout cas de l'Olympique de Marseille. Il était libre, il était disponible à ce moment-là de devenir le sélectionneur des Comores, mais les prestations salariales étaient importantes. Et puis je découvre comme par hasard sur internet le nom d'Amir Abdou. Donc je le contacte. Pendant quelques semaines, bon, lui-même, il n'y croit pas. Au début, il est très sceptique. Je lui dis, je lui explique comment je compte travailler, comment on compte financer, comment on compte développer. Au bout de, je pense, 3-4 semaines, il est convaincu par le projet. Et c'est là où on signe le premier contrat avec Amir Abdou. Et c'est là où l'aventure démarre réellement. C'est en 2004. En 2014, avec les Sélacant. Challenge atteint. Challenge atteint, parce que c'est vrai qu'on pourra le confirmer. Il y a eu une communication, il y a eu tout un travail de fédération. Aujourd'hui, nous sommes tous derrière l'équipe nationale de football, derrière les Verts, derrière les Sélacantes. Donc c'est vrai que on peut dire que, en tout cas, nous supporters, que l'objectif a été atteint. Quels sont tes prochains challenges? En fait, moi, mes challenges... Des actualités en cours. Ouais, mes challenges, en fait, souvent je dis c'est des inspirations. J'ai pas de projet j'ai pas une ligne droite sur un projet. Par exemple, Comores Mag, c'était dans le but, j'étais pas journaliste, j'avais pas une formation de journaliste. Plus tard, après, j'ai fait une formation de JRI, de journaliste reporter d'image. D'ailleurs, beaucoup de personnes, quand ils voient mon nom sur Facebook, Benamir Saadi JRI, ils pensent que c'est junior. Non, c'est pas Benamir Saadi junior. JRI, c'est journaliste reporter d'image, parce que j'ai fait une formation pendant 2 ans de JRI. Et c'était justement pour pouvoir faire connaître les Comores. Et quand je me suis lancé dans les Sélacant, c'était aussi comme projet de donner de l'éclat aussi aux Comores, parce que jusqu'à très récemment, on parlait des Comores en tant que coup d'État. On parlait des coups d'État d'un tel ou d'un tel. Et ce qu'il nous faut développer, c'est des coups d'éclat. Donc pour moi, les Sélacant, d'abord, c'était si on arrivait à faire briller les Comores. Moi, j'ai grandi en temps au collège, au lycée. Quand il y avait les matchs de Cannes, on me disait tu es de quel pays?
On allait un peu à Comores, Cameroun, Sénégal, mais on ne parlait pas des Comores. Et donc du coup, de se dire on va développer quelque chose que des jeunes puissent être fiers de leur pays parce qu'on a une équipe nationale, c'était un challenge. Et ça, c'était le challenge qui nous permettait, en tout cas qui moi m'habitait, où je me suis investi à 100%. C'est vrai que j'étais bénévole aussi à l'intérieur, mais parce que je savais que les Comores n'avaient pas ces moyens-là. Et le fait d'être aussi auto-entrepreneur, ça nous permet justement d'avoir cette latitude, de ne pas dépendre financièrement, de ne pas être bloqué par un patron, mais de pouvoir se développer tout en étant indépendant. Et donc, les challenges, quand on a créé par exemple Mana Sport au sein de l'équipe nationale, c'était pour répondre à un besoin. Pour créer une équipe, il nous fallait des équipements, il nous fallait ressembler à une équipe nationale. Et donc c'est là où le projet Mana Sport m'a été inspiré et qu'on l'a créé. Et donc aujourd'hui, les projets qui me viennent aussi en tête, c'est toujours dans le même contexte, c'est toujours d'apporter notre pierre à l'édifice dans le développement. Tes enjeux politiques? Jamais été attiré par la politique, on va dire. Même si on fait de la politique par notre engagement. C'est vrai que récemment, je me suis engagé, notamment à Marseille, dans la course au municipal, parce que on est obligé aussi, à un moment donné, de suivre des chemins. C'est mon père qui me l'a appris. Parfois, on ne choisit pas le chemin qu'on veut suivre. Parfois, on est obligé de suivre des chemins parce qu'on doit on doit aussi montrer la voie et le chemin. Mais la politique ne m'a jamais attiré dans le sens où c'est pas une politique qui véritable, mais souvent c'est des gens c'est des carriéristes en fait. La politique pour faire une carrière ne m'intéresse pas. Par contre, faire de la politique pour amener des idées, pour essayer d'être exemplaire, pour essayer d'améliorer les choses, pour apporter un renouveau, ça passe par l'action. Moi, je suis plus un homme de terrain. Je suis un homme qui agit. J'aime donner l'exemple par l'action. Et donc la politique, pour moi, c'est avant tout un investissement. C'est avant tout mettre en pratique les idées que nous avons dans la tête. Peut-être le moyen de se faire entendre. C'est peut-être un moyen, ouais, mais c'est un moyen de se faire entendre, mais de manière collective. C'est-à-dire à faire. Je pense qu'aujourd'hui. La voix de voilà, ceux qui sont, c'est ça. C'est avoir. Aujourd'hui, j'ai conscience que j'ai peut-être une voix qui porte, et donc du coup, parfois on se sent porteur aussi. De certaines valeurs. La religion aussi, c'est quelque chose qui imprègne mes démarches. Et donc c'est toujours, en tout cas, se poser des questions, c'est toujours avoir une forme d'introspection aussi, de se dire voilà, est-ce que je suis vraiment utile dans ce chemin-là ou pas? Si demain la politique doit être un chemin à poursuivre, ben, on le poursuivra, il ne faut jamais dire jamais. Résultat le 28 juin? Le 28 juin, ouais, tout à fait. On croise les doigts pour vous. Merci. On sent beaucoup d'espoir dans ce message. Quel message pour ceux qui te suivent des Comores, qui suivent tes actualités? Quel conseil, quel message tu as à leur donner? Aussi bien pour entreprendre, aussi bien pour tous les engagements que tu as pu avoir et que tu vas avoir, on te le souhaite. Quel message tu souhaites leur donner? Le message que je veux peut-être passer, c'est, je pense pas que je suis là pour donner des leçons, mais encore une fois, c'est celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura jamais où il va. C'est vraiment toujours ne jamais s'occuper de ses racines, vraiment savoir qui on est, les valeurs qui sont les nôtres, et de toujours croire au projet, enfin, de croire ce qu'on peut faire, de croire à la réussite. Je pense que l'environnement est très important. Et ouais, croire à notre capacité, croire à notre potentiel. On a un pays qui est souvent pessimiste. On a des gens qui sont souvent pessimistes. Je pense que l'idée, c'est vraiment de se donner de la force. Je regardais ma tante et c'est vrai que moi j'ai un profond respect
pour la femme de manière générale, mais pour la mère en particulier. Quand je vois, ne serait-ce ma femme, le travail qu'elle peut faire au quotidien, nos mères, le travail qu'elles font, c'est énorme. C'est un travail énorme. Je pense que nous, pour la meilleure chose qu'on peut rendre à notre pays, à nos parents, c'est vraiment de suivre un peu leur pas et de permettre que l'investissement qu'ils ont investi en nous, leur faire honneur et qu'un jour, peut-être que de leur vivant, et même nous, peut-être de notre vivant, on ne verra pas le fruit de ce travail-là, mais c'est de toujours continuer à croire qu'on a un magnifique pays, qu'on ait des personnes qui peuvent aussi s'investir dans les pays où nous vivons, parce que ça aussi c'est important. Quand je vois le travail de Saïd Soprano, quand je vois le travail de certains artistes, entrepreneurs. J'ai un ami que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Mousse Tadira Adam, qui a monté sa marque de vêtements chez Couture aujourd'hui, qui fonctionne. Je pense qu'on a beaucoup d'exemples aujourd'hui qui nous permettent d'espérer un avenir meilleur, et j'aime à dire que demain sera comme rien. Nos îles ont des talents. Oui, nos îles ont des talents, ouais. D'où le concept de l'émission. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette interview. Merci Benamir, merci de nous avoir suivis. Merci de m'avoir invité, très honoré de cette première émission. On ne se quitte pas, on se retrouve juste après pour l'interview un peu décalée. À tout de suite. Merci. Ça commence déjà très très fort. Marseille, Samba c'est là où je suis né, Marseille c'est là où je vis. Donc je dirais Marseille-Mbodoni. Surprise pour vous tous, c'est le houbou. J'aime beaucoup le kendo, mais je dirais sportswear. L'injustice. Toi rap. Plus de justice, plus de paix, plus de liberté, plus d'indépendance pour plus de développement. Un temps j'aurais dit football, aujourd'hui je suis plus marathon. Nelson Mandela. Bella je la connais pas du tout, Samra je l'ai découvert par rapport à Tech MC et donc je dirais Samra. J'ai eu beaucoup de moments avec les Verts, inoubliables, mais je dirais que le moment que je retiens, c'est celui du match contre le Lesotho, qui nous a permis de nous qualifier pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde et qui nous a permis de passer de cap et de jouer contre le grand Ghana. Les deux sont importants parce que même le bénévolat, c'est une forme d'entrepreneuriat. Le bénévole, c'est entreprendre pour les autres. Moi, je me définis comme étant un entrepreneur militant. Donc, je dirais entrepreneur vol. J'en ai beaucoup. J'aime bien l'expression Mwana tiwa mzima et Hondamba vitirewe. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. J'aime beaucoup voyager. Je ne suis pas un enfant que d'un village, je suis un enfant des Comores, donc je dirais Mobonzi. Alors mon lieu branché aux Comores, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, mais j'aime bien le cadre de Moroni, de l'hôtel de Moroni, parce qu'il est apaisant, on a vue sur la mer et voilà, on peut travailler tranquillement. Wasi wako morida munzima, wasi wako moridi ninzima. Yemasi warazaliwa, yemasi wayarelea, molande yarisaidia. Narikeni yanzima, rivenze watwania, mahaba ya dina dunia. Beramu itipepea. Rangu mwezi sita ya juye, yeda ula ivenuha, sisi wazatu zikatuha, maore na nzuwani mwali na ngazija, narikeni ya mahaba ya uvenza ya masiwa.